conversation sur la conférence de Bali et surtout sur l'après-Bali, quoique c'est quelque chose qui vous intéresse le plus. On va faire comme ça, je vais parler et puis vous, s'il vous plaît, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Vous me posez des questions, moi je vais vous poser des questions, comme ça on fait vraiment une conversation ensemble parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous-même vous en pensez des deux choses finalement. Une, la mise en œuvre de ce qui a été accordé à Bali, et deux, du programme de travail pour le futur dans la négociation. Alors, juste pour nous mettre un petit peu dans le bain, faisons en 2 minutes une rétrospective du programme de Doha pour le développement. Ça, vous savez par cœur, n'est-ce pas? Donc, 2001, Doha, et le cycle de Doha était censé terminer quand? 2005. 2003, on a eu une conférence ministérielle à 2003, conférence ministérielle Cancun. D'accord? Et puis Cancun, pas vraiment de résultats. On revient à Genève 2004, le paquet de juillet 2004, vous vous souvenez de ça? Il y a eu quelques décisions en juillet 2004. Et ensuite, 2005, décembre, on a une conférence ministérielle où? À Hong Kong, super. Et à Hong Kong, il y a eu pas mal de décisions à laquelle on fait des allusions dans la déclaration de Bali. Oui, dites-moi. Accès au marché en France, voilà. En franchise de droit, il faut que j'apprenne à dire ça en français parce qu'on dit toujours duty free, quota free en anglais, n'est-ce pas? C'est DFQF. Et en français, c'est accès au marché sans franchise, en franchise de droit. Vous n'avez pas des lettres comme ça pour qu'on dise ça plus facilement? Donc, c'est... non. Enfin, mais oui, effectivement, à Hong Kong, on a eu des décisions dans ce sens-là. Il y a eu toute la discussion, vous vous souvenez, 98%, 97%. On est arrivé à 97,5%, donc le milieu, vous vous souvenez de tout cela. Après Hong Kong c'était important parce qu'il y a eu pas mal d'annexes, services, etc. Il y avait eu l'engagement des pays développés d'éliminer les subventions à l'exportation des produits agricoles. Vous vous souvenez de ça? Quel était le délai? 2013. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Pas vraiment. Et on a là à Bali une déclaration ministérielle sur la concurrence à l'exportation. Ensuite, la déclaration de Hong Kong, vous vous souvenez bien, prévoyait la négociation des modalités sur l'agriculture et NAMAR en 2006. En 2006, il y a quelques ministres qui sont venus à Genève. Ils ont échoué, n'est-ce pas? Et puis, les négociations ont été interrompues en 2007. En 2008, on revient à Genève. Encore une fois, une cinquantaine de ministres. Et on y arrive presque, mais pas vraiment. Donc, après 2008, les négociations sont vraiment très, très, très lentes. Et on a 2 conférences ministérielles à Genève, 2009 et 2011, où il y a très peu de choses qui se passent. Vous vous souvenez de ça? Sauf qu'en 2011, donc c'était la 8e conférence ministérielle, les ministres s'accordent de mettre en place ce qu'ils disent des nouvelles approches sur la négociation. Parce que jusqu'à ce moment-là, on ne voulait qu'avoir un tout, comment dire, single undertaking, engagement unique. Donc, l'engagement unique, il est toujours là. Hein, on veut toujours l'engagement unique. Donc, rien n'est accordé jusqu'à ce que tout soit accordé. Donc, on fait des accords, mais on met tout en place en même temps. Sauf qu'en 2011,
2011, dans la 8e ministérielle, les ministres se sont dit on va peut-être essayer une autre approche. Alors, quelle était l'autre approche? Une récolte précoce, bravo. Alors, récolte précoce veut dire on va essayer de faire des accords et on les met en vigueur avant que le reste du paquet ne soit accordé. On est tous sur la même longueur d'onde jusque-là? Tout le monde me suit. Tout ça, c'est la base, disons. Donc, et là, à partir de 2009, de 2011, on commence vraiment à négocier qu'est-ce qui sera ce petit paquet de la récolte précoce. Et curieusement, on choisit des thèmes qui n'étaient pas vraiment évidents dans la tête de tout le monde. Et on essaye de faire, disons, choisir des thèmes où il puisse avoir une négociation équilibrée entre pays en développement et pays développés. Alors, et puis les PMA, bien sûr. Hein? Donc il faut qu'il y ait quelque chose pour tout le monde. Parce que, vous vous souvenez, dans l'esprit des gens de l'OMC, il y a une grande négociation typique depuis les années 50, 40 même, qui est les pays en développement ouvrent leur marché aux produits industriels et les pays développés, ils font quoi? Ils réduisent les subventions à l'agriculture et ils ouvrent leur marché aux produits agricoles. Donc c'était la négociation classique, c'était les deux côtés. Donc les pays en développement ouvrent le marché à l'industrie, les produits industriels et les autres, et services, et puis il y avait, etc. Et puis les pays développés, agriculture, il y a eu le textile dans le temps, etc. Et les pays en développement, il y aurait aussi faire des concessions en propriété intellectuelle. Voilà, ça c'était, disons, la négociation classique. Et c'était une négociation à la base d'accès au marché. Donc ouvrir les marchés d'un côté, ouvrir les marchés de l'autre côté, et réduire les subventions et un petit peu de règles. Mais c'était à la base les droits de douane. Hein, le GATT, c'est quoi? Les droits de douane. Hein. Je dis toujours, hein, quand j'enseigne de temps en temps le commerce international à des étudiants à Genève qui viennent nous visiter, je dis s'il y avait une image pour donner du système de l'OMC, ça serait un container. Hein. Nous, notre business, c'est sortir le container de la douane. C'est pas très charmant, c'est pas très sexy, mais à la base, c'est ça. Nous, notre business, c'est enlever un container de la douane. Et combien on paye pour le sortir de la douane? Dédouaner un container. C'est ça notre business. Et à partir de cela, on a construit tout un monde. Mais, disons, c'est ça, à la base, on s'occupait d'ouvrir des marchés et de dédouaner des produits de façon facile. Alors, pour faire un zoom en avant, le résultat de Bali, c'est pas ça, ou c'est un peu ça, mais c'est pas vraiment d'ouvrir les marchés. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'OMC qu'on fait un accord qui est plutôt un accord de normes, normatif et moins d'accès au marché, ce qui est quand même assez curieux. Et on se pose la question, est-ce que c'est ça le futur de l'OMC? Qu'on va passer de plus en plus à être une organisation normative et moins un forum pour l'accès au marché? Parce que l'accès au marché, ça se fait où de nos jours? Au niveau régional. Hein? C'est ces grands accords régionaux. Finalement, les pays commencent de plus en plus à négocier l'ouverture de leur marché dans les accords régionaux. Et si vous regardez la carte du monde, les accords régionaux, qui fait des négociations des accords régionaux aujourd'hui?
États, mais quels États dans le monde? Là où il y a beaucoup d'activités de négociation d'accords régionaux ou de préférence, si vous voulez. Enfin, curieusement, il y a beaucoup de pays développés. Hein. Les grandes négociations aujourd'hui, c'est une négociation des États-Unis dans le Pacifique, le TPP. Hein. Les États-Unis veulent faire une grande négociation du côté du Pacifique, mais la Chine n'y est pas. Puis il y a une grande négociation du côté de l'Atlantique Nord, le TTIP, entre les États-Unis et l'Union européenne. Tout ça, ça fait un peu peur, n'est-ce pas? Et puis, il y a des négociations, oui, au niveau de l'APEC, hein, les pays de l'Asie-Pacifique, qui comprennent la Russie et la Chine aussi. La Chine qui avait une idée de faire un accord avec le Japon et la Corée. Donc, il y a pas mal de choses. Et puis, du côté des Amériques, bien sûr, il y a déjà les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et puis l'Amérique centrale qui a déjà un accord avec les États-Unis et un accord avec l'Europe. La partie du Pacifique en Amérique latine, elle est tournée vers le Pacifique. Donc, l'Afrique, finalement, elle fait très peu, parce que l'Afrique a déjà les préférences ACP et AGOA. Donc, l'Afrique a déjà les préférences. Si vous regardez bien, là où il n'y a pas vraiment de grande activité, c'est les pays du Golfe qui ont des accords entre eux, mais n'ont pas d'accord avec d'autres pays. Et puis le Mercosur, hein, Brésil, Argentine, etc., qui sont un peu bloqués dans leur monde là-bas. Mais ils sont très loin, on ne sait rien. Quoi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'activités de négociation d'ouverture de marché un peu partout dans le monde. Est-ce que cela existe à l'OMC? Encore, parce que l'OMC, c'était ça. L'OMC, c'était ouvrir les marchés, n'est-ce pas? À Bali, on n'a pas eu de ça. Qu'est-ce qu'on a eu à Bali? On a eu un paquet qui a été équilibré d'une autre façon. Un paquet qui a l'équilibre, d'une part, facilitation de commerce, et d'autre part, agriculture. Mais pas dans accès de marché. Hein. Donc, il y a facilitation de commerce, d'une part, et l'accord de facilitation de commerce, vous savez ce qu'il est, hein? Vous aurez un cours de facilitation de commerce, j'imagine, et c'est un accord qui est très innovateur, je le trouve très intéressant, parce qu'il a ce nouveau type de traitement spécial et différencié, donc les pays prennent des engagements selon l'aide qu'ils reçoivent, donc catégorie A, B, C, et puis c'est beaucoup de règles finalement. Les gens disent c'est un accord d'accès au marché. Oui et non. C'est plutôt de règles de douane, de dédouanement, guichet unique, donc ce sont des choses plutôt de procédure, n'est-ce pas? Plutôt que vraiment de droit de douane. Donc beaucoup de procédures dans l'accord, beaucoup de normatives, si vous voulez, dans l'accord de facilitation de commerce, avec ce nouveau type de traitement spécial et différencié. De l'autre part, vous avez l'agriculture, et là, l'agriculture, vous avez une décision qui a été la plus populaire et notoire dans la conférence de Bali, qui était une demande de l'Inde, stock public pour sécurité alimentaire. Et une décision provisoire qui est censée être renégociée. En sachant qu'il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup de doutes sur l'efficacité de cette décision, donc de laisser l'Inde, parce que c'est plutôt l'Inde, si vous lisez la décision de Bali sur les stocks publics pour la sécurité alimentaire, le mot Inde n'y est pas. Mais tout le monde sait que c'est une initiative de l'Inde. Et est-ce que d'autres pays vont en profiter? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Parce que ce qu'ils veulent faire l'Inde, c'est subventionner leurs agriculteurs pour accumuler des stocks de grains. Pas
pas moi à le dire, mais si vous entendez les experts en agriculture, ils vont dire que ce n'est pas la meilleure façon d'assurer la sécurité alimentaire. Mais ce n'est pas à nous, l'OMC, de le dire. Donc, augmenter les subventions pour la sécurité alimentaire de ce genre-là, bon, laissons ça de côté. Mais c'était une demande de l'Inde. Et puis vous avez d'autres décisions sur l'agriculture. Vous avez une décision très intéressante sur l'administration des restrictions quantitatives, des contingents, qui est pour moi, selon mon point de vue, celle qui peut apporter plus d'accès au marché, si vous voulez, parce qu'effectivement, les pays développés qui utilisent des contingents à l'importation de produits agricoles vont devoir le faire de façon plus transparente et prendre des engagements, si le contingent est sous-utilisé, de permettre à ce que les contingents d'importation de produits agricoles soient utilisés dans leur totalité. Donc, c'est une décision, je pense, importante. Et puis, il y a une décision sur les services agricoles, il y a une décision sur le coton, bien sûr. Mais la décision sur le coton, c'est plutôt... Vous l'avez lu, la décision sur le coton? Alors, si vous n'avez pas lu la décision sur le coton, et puis les décisions sur les PMA, il faut le faire. Donc, dans une nuit frisquée à Tunis, vous n'allez pas vous promener au boulevard Bourguiba, vous allez lire les déclarations de Bali. D'accord? Très important. Ça va vous prendre 45 minutes, pas plus. Et c'est très intéressant de lire ce qu'il y a. Pourquoi c'est intéressant? Les 4 décisions de PMA, vous savez ce qu'elles sont? Alors, il y a une décision sur les règles d'origine préférentielles. Il y a une décision sur l'accès au marché, services, aide au développement. Non, sur le duty free, quota free aussi. Oui, accès au marché. Voilà. Alors, quelle est la différence entre ces décisions pour les PMA plus la décision du coton des autres décisions? Et les autres décisions sont donc facilitation de commerce, etc. Oui? Parce qu'on suppose que le coton est un produit vraiment qui rapporte beaucoup à certains pays africains qu'on a nommé les C4. Oui. Et qui se sont plaints des subventions des États-Unis. Tout à fait, donc le C4. Mais moi, ce que je veux vous souligner, c'est le fait que ces décisions-là sont d'une valeur juridique moindre par rapport aux autres décisions. Donc ce sont des décisions qui sont plutôt best endeavor, comme on dit ça en français. Donc on compte sur la volonté des autres pour les mettre en place. Elles ne sont pas contraignantes. Et c'est ça qui est important. Donc, on a eu des décisions qui ne sont pas vraiment contraignantes d'une part, puis on a eu des décisions qui sont contraignantes de l'autre part, donc la facilitation de commerce et quelques décisions sur l'agriculture. Il y a une décision sur l'agriculture aussi sur l'élimination de subventions à l'exportation, de la concurrence, qui est aussi non contraignante. Donc, on est dans un monde un peu flou. Donc, ce paquet de Bali, lorsque vous le regardez avec une loupe, disons qu'il y a des choses qui sont moins intéressantes qu'elles ne le semblent à première vue, n'est-ce pas? Je ne veux pas diminuer la valeur, c'est important. L'accord de facilitation du commerce est un accord qui est important, mais il ne faut pas se leurrer. Et je vous dis ça en toute franchise, parce qu'on est entre des gens sérieux et adultes. C'est très important pour le système, mais pour les PMA, ça laisse à désirer. Ils l'ont dit d'ailleurs eux-mêmes. Pour le coton, ça laisse à désirer. Pour les services, ça laisse beaucoup à désirer. Donc, maintenant, il faut mettre
mettre en place toutes ces décisions. Il y a un comité préparatoire pour la facilitation du commerce. Ce comité est censé accorder un protocole jusqu'au 31 juillet pour la mise en œuvre de l'accord de facilitation de commerce. Et puis, regardons les autres décisions sur l'agriculture, comment elles marchent. Tout ça pour vous dire, il y a un nouvel équilibre là, entre facilitation de commerce, d'une part, et agriculture, de l'autre part. Pour les PMA, on a eu des décisions bien, d'accord, on a avancé un pas, mais ce n'est pas suffisant. Tout ça pour Bali. Alors, Bali, c'est vrai, disons, ça a donné un nouveau souffle à l'OMC, tout le monde le dit, et on le sent à Genève. Mais ce souffle, il faut profiter pour mettre en place le programme de travail. Parce que vous vous souvenez, la déclaration ministérielle de Bali, le dernier ou avant-dernier paragraphe, parle de la négociation d'un programme de travail. Dans quel délai? 12 mois. Donc, jusqu'à la fin de cette année, pour la suite des négociations. Qu'est-ce que ça dit encore? Ça dit qu'on va donner priorité à quoi? On va donner priorité aux sujets qu'on a traités à Bali, mais de façon non contraignante, donc des sujets des PMA, puis l'agriculture, bien sûr, et surtout la partie de l'élimination de subventions à l'agriculture. Alors, entre nous, hein, on est entre amis, vous n'allez jamais me dire, même s'il y a une caméra qui est en train de me filmer là. Les subventions à l'exportation de produits agricoles, c'est ce qu'il y a de plus scandaleux dans le commerce mondial. C'est un scandale. Et les pays développés le savent. Sauf qu'ils ont des problèmes politiques. Donc on est tous dans la même longueur d'onde. C'est un scandale que ces pays n'aient pas éliminé les subventions à l'exportation de produits agricoles. En sachant que, vous savez, hein, souvent ils disent qu'ils le font pour le bien-être de l'Afrique. Par exemple. Voilà, donc, une rhétorique, bon, laissons ça de côté. Vous connaissez, pas besoin que moi, à l'OMC, je me brûle plus que je me suis déjà brûlé. Mais il faut dire les choses comme elles sont, hein, je pense. On est entre des gens vaccinés, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la suite? La priorité dans le programme de travail à ces sujets, et aussi la priorité à d'autres sujets qui n'ont pas été traités à Bali. Quels sont les autres sujets qui n'ont pas été traités à Bali? Soutien interne dans l'agriculture, mais plutôt des sujets qui sont au cœur même du cycle de Doha. NAMA. C'est quoi NAMA? Accès au marché, produits industriels. Donc, NAMA, accès au marché, produits agricoles, non agricoles, et puis agricoles, donc AMA et NAMA. Moi, je n'aime pas NAMA. Hein. Définir les produits industriels comme non agricoles, c'est un peu bizarre, mais laissons ça de côté. NAMA, AMA, donc accès au marché aux produits agricoles. Ensuite, services. Vous vous souvenez, les trois sujets qui sont au cœur du cycle de Doha étaient accès au marché. Question pour vous, est-ce qu'on va revenir sur les modalités 2008? Vous vous souvenez les modalités 2008? Pour NAMA, par exemple, vous vous souvenez de la formule suisse? La formule suisse avec les coefficients, etc. On va revenir à ça? Et puis il y avait la caisse bleue dans l'agriculture, les autres formules, etc. On va revenir à tout ça aussi? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est là où les pays en ce moment à l'OMC se posent des questions. Donc, et vous voyez déjà, on a eu une réunion du Conseil général le vendredi. Le premier point de l'ordre du jour du Conseil général, c'est le rapport du président du CNC, le directeur général, et on a eu une trentaine de pays qui ont pris la parole. Et là, vous avez des positions complètement à l'opposé. Vous avez quelques pays qui disent
ben, on va tout reprendre et il faut tout finir dans un engagement unique, et d'autres qui disent ben, il faut faire ce qu'on peut faire. Il faut être réaliste et ne pas trop pousser. Vous dites quoi? Et surtout, vous, pour vos pays, vous voulez quoi? Excusez-moi d'être provocateur, mais il faut y réfléchir. Il faut réfléchir parce que normalement, si on va suivre le mandat de Doha, de Bali, on est maintenant, pas 12, mais 9 mois pour se mettre d'accord sur un programme de travail pour le futur du programme de Doha. Alors, un programme de travail, ça veut dire qu'on va choisir des thèmes et on va choisir des objectifs de négociation. Quels sont les objectifs que vos pays veulent pour la négociation de Doha? Vous voulez NAMA, vous voulez agriculture, vous voulez services, vous voulez... Ah, le menu est vaste, hein, vous vous souvenez, hein? Le menu, vous regardez la déclaration ministérielle de Doha, il y a tout. Hein. Il y a les pêcheries, il y a l'antidumping, il y a les subventions, il y a la propriété intellectuelle, il y a tout ce que vous voulez. Hein. À vous de choisir. Mais, encore une fois, la question de ce sujet qui était au centre de la négociation, qui était accès au marché pour les produits industriels, accès au marché pour les produits agricoles et élimination ou diminution des subventions à l'agriculture, ils sont toujours, et services, ils sont toujours là. Et ils ne vont pas disparaître. Soit on va en faire quelque chose, soit on va le laisser de côté. Mais il faut décider. Il faut décider ce qu'on va faire avec ça. Et personnellement, je ne vois pas très clair par où on va. Vous vouliez faire un commentaire peut-être? Non. Vous savez ce que vous voulez? Ce qu'on propose, au moins les décisions qui ont été prises à Bali, Oui. de les rendre au moins contraignantes Tout à fait. et de les mettre en œuvre. Donc les décisions pour les PMA, par exemple. Oui. Ça me semble tout à fait correct. Donc il faut, et surtout, il faudrait peut-être réfléchir, parce qu'il y en a quelques décisions de Bali, est-ce que ça sera possible de les faire toutes contraignantes? Si vous devriez choisir une ou deux, ça serait laquelle ou lesquelles des décisions de Bali pour les PMA que vous voudriez faire contraignantes? Et je pense que c'est tout à fait correct. C'est par là qu'il faut aller. Mon opinion personnelle, même si le secrétariat, vous savez, au secrétariat, on n'est pas censé avoir d'opinion. Hein. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'opinions, je les change de temps en temps. Donc, voilà. Mais ça me semble tout à fait correct de vouloir... Et disons qu'il y a une discussion qui est plus profonde, qui est la discussion du développement, n'est-ce pas? Parce que dans les discours qu'on entend à Genève, on entend beaucoup, ben, nous on veut du développement. Bien, on est tous d'accord. Le développement, vous l'achevez comment? Et là c'est curieux parce que on entend deux choses différentes, enfin je ne veux pas trop m'attarder parce que c'est pas de ça qu'on va parler, mais je trouve le sujet toujours fascinant. Il y a des gens qui disent, pour le développement, il faut que nous, on soit assujettis à moins de règles. Il faut nous libérer de l'imposition des règles internationales. Il faut qu'on nous donne de l'espace, policy space, comme ils disent en anglais. Laissez-nous faire. Hein? Traitement spécial et différencié, c'est ça. Moins de règles pour nous. Donc nous, on n'est pas soumis aux mêmes règles que les autres. C'est très intéressant parce que si vous parlez avec des gens, par exemple, qui font des investissements productifs dans les autres pays, donc des entreprises qui s'installent dans les pays, ce qu'ils veulent, c'est le contraire. Ils vont dire, moi, je veux mettre ma fabrique dans un pays où il y a plus de règles.
Parce que moins de règles, c'est pas bon. Moins de règles, c'est corruption, moins de règles, c'est très intéressant. Là, il y a un décalage entre ce qu'on entend dans la réalité des gens du métier et le discours des gouvernements. Je trouve fascinant ça. Parce que, quelque part, ça dépend de la stratégie de développement qu'on met en place. Oui, dis-moi. En fait, juste dans la même lignée de votre opinion, c'est en fait il est rattaché ou relié ou l'associé au problème de productivité, différence de productivité. Et réellement, c'est un vrai problème, c'est ça. Et puis aussi, vous n'avez pas fait allusion, mais c'est un problème aussi politique parce que derrière ça aussi, lorsqu'il y a des écarts assez élevés de productivité, on risque d'avoir un développement. Et là, on pourrait comprendre le développement, la notion de développement, parce qu'il y a le risque de retour d'un certain pluralisme sous un autre aspect. Oui, oui, peut-être bien, peut-être bien. Mais alors, quelle est la stratégie? Donc, si vous craignez le nouveau colonialisme, des multinationales, etc., que vous avez une stratégie alternative qui mène à, et peut-être vous l'avez, et je suis bien ouvert à une discussion comme ça, mais on est tous d'accord qu'on veut moins de mortalité infantile, qu'on veut des index sociaux de santé et que tout le monde ait accès à l'eau, des égouts, etc., que tout le monde ait un niveau de vie correct, que tout le monde puisse avoir accès à la santé publique, que tout le monde puisse avoir des écoles pour les enfants. Le développement, c'est un peu ça, n'est-ce pas? Donc, quel est le meilleur moyen d'y arriver? Et c'est là le grand débat à l'OMC. Nous, on croit encore, et si quelqu'un de l'OMC vous dit le contraire, c'est pas vrai, nous, on croit encore que ouvrir les marchés est la meilleure façon d'arriver à ces buts que de fermer vos marchés. Mais c'est comment les ouvrir, c'est pas la question d'ouvrir ou non. Voilà, la question ensuite c'est comment l'ouvrir. Les préalables, voilà. Et puis la dynamique dans laquelle vont se exactement mettre la problématique de l'ouverture, voilà. La dynamique aussi. Mais, s'il vous plaît, moi je pense que l'ouverture des marchés, la vraie question, la vraie problématique n'est pas à ce niveau, mais plutôt c'est au niveau de la concurrence. Aujourd'hui, le marché y est déjà. Mais maintenant, c'est comment faire, est-ce que le marché soit compétitif? Est-ce que le marché soit concurrent? Oui. Parce que lorsque le marché, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on n'a pas le marché est grandement ouvert. Je suis très content que vous le dites. Le marché, il est là. Il est là, mais... Et vous, en Afrique, vous l'avez, hein? Vous l'avez presque de façon... Il y a des écarts de productivité terribles. En Tunisie, je prends les gars, notre problème, c'est un problème de productivité. Et pour combattre ça, c'est à coup de dépréciation du dinar. Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Alors, on rentre dans une discussion qui est super intéressante. On n'a pas le même niveau de productivité. On a et alors, la problème question... de compétitivité. Et ça fait longtemps qu'on n'arrive pas jusqu'à maintenant à affronter donc, ce problème de la productivité. C'est lié aussi à la technologie aussi, hein, et le positionnement industriel. Alors, on va attendre madame. Là, je pense qu'il y a un dilemme qui se pose entre rendre les marchés compétitifs et l'accès au marché. Parce que si on prend l'exemple des pays développés, la plupart d'entre eux vont commencer par mettre en place une protectionnisme. Ils se sont fermés, ils ont développé des industries fortes, spécifiques, avant de parler d'accès au marché. Oui. Donc, pour avoir la compétitivité, nous, c'est ce qu'on devrait faire. Alors, oui et non, hein. Il y a des exemples. Il y a des exemples d'une part et de l'autre. Vous avez raison que les pays, en Europe, les États-Unis moins, c'est vrai qu'ils ont été fermés, ils ont créé une espèce de protectionnisme, mais disons, ce que je trouve intéressant, ce qu'il dit monsieur, c'est qu'il faut renforcer la compétitivité. Et là, curieusement, le renforcement de la compétitivité n'est pas quelque chose que vous trouvez facilement dans les accords de l'OMC. Donc là, vous rabattez sur des sujets qui sont de politique interne, comme éducation, infrastructure, santé, institutions. Donc,
état de droit, Bonne gouvernance. bonne gouvernance. Donc, on rentre dans une discussion qui est plutôt de politique interne et comment faire, et innovation. Donc il y a tout cela oui, la question fiscale, n'est-ce pas, la fiscalité, donc, tout ça, c'est des sujets où à l'OMC, vous regardez notre Bible, là, les 105 pages de... J'en ai pas beaucoup, hein. Alors, il y a des gens qui disent, pour faire tout cela, pour faire éducation, infrastructure, bonne gouvernance, etc., il me faut moins de règles à l'OMC. Je ne suis pas sûr. C'est ça ce que je voulais, le message. Alors, ce que oui, il faut dire, c'est très bien, et je pense que pour savoir ce qu'on veut pour le futur, et c'est ce que nous voyons à Genève en ce moment, je vois des délégations des pays qui ont l'air de ne pas trop savoir. Ils ont l'air de ne pas trop savoir ce qu'ils veulent du programme de Doha pour le développement. Oui, une minute. Alors, il y a le professeur et puis vous. Juste, je voulais qu'on en parle aussi dans le cadre de ces négociations de l'immigration. Il faut absolument que ça devienne aussi un aspect ou une dimension de la négociation. L'immigration. Mode 4, service. Enfin, l'immigration aussi. Oui, c'est les deux. Alors, madame, et puis on va passer par là. Je suis d'accord avec vous que au centre des questions qui sont négociées à l'OMC. Peut-être qu'il faut rappeler que parfois, dans le cadre de l'OMC, on a également l'accès aux technologies qui est également abordé, par exemple dans l'accord ADPIC. Oui. C'est une des questions sur laquelle les pays en développement accentuent leur demande, et je pense par là également à la question de mise en œuvre, parmi lesquelles une de ces questions est la question de l'accès à la technologie et le fait de mettre en œuvre les dispositions du cycle du Roubaix sur cette question. Je ne sais pas si le cours va aborder une question de mise en œuvre ou pas, mais je pense que c'est un volet très important pour les pays en développement, et que c'est vrai que le transfert de la technologie n'est pas au cœur de négociation, mais c'est une chose sur laquelle les pays se sont convenus lors du cycle du Roubaix. Donc il ne faut pas vraiment mettre de côté, mais plutôt faire... Oui, s'assurer que les engagements qui ont été pris lors du cycle de Uruguay sont mis en place, et peut-être revoir ces engagements, parce que là, le mandat, il est là. Il y a un mandat pour une nouvelle négociation. Monsieur. Oui, moi, si vous parlez il y a ce que nous avons quoi faire. Donc, moi, je pense que d'abord, pour parler de l'accès au marché, il faut savoir quoi donner, quoi offrir. Oui. La base est que vraiment, il faut que les paiements, il faut qu'ils aient quelque chose. Même si le marché est ouvert, tout ça, tu n'as pas quelque chose. Ça, c'est interne. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Ça, c'est la base. Parce que vous, les PMA en Afrique, l'accès au marché, enfin, il faut voir les règles d'origine, hein, parce que les règles d'origine, ça peut toujours mal tourner. Mais disons, à la base, vous avez une préférence sur les marchés européens et nord-américains que beaucoup d'autres pays en développement n'ont pas. Donc, un pays comme le Paraguay, par exemple, vous envie beaucoup, parce que le Paraguay, c'est aussi un pays très pauvre, qui n'est pas ACP, qui n'est pas AGOA, qui n'a aucune préférence comme les pays africains. Mais la question de base, là, vous touchez exactement. Vous allez vendre, vous avez l'accès au marché. Pour vendre quoi? Donc, vous produisez quoi pour vendre et pour vous développer? Voilà. Et ça c'est un gros problème, et c'est pour ça qu'on a mis en place le programme d'aide au commerce qui peut peut-être donner... Enfin, on est toujours abasourdi à l'OMC par la... Enfin, les tâches sont vastes, n'est-ce pas? Et l'OMC n'est pas vraiment une agence de développement, même si on voulait essayer d'aider. Donc, Aid for Trade, aide au commerce, c'est un peu ça. Ouais. Donc, tout à fait raison. C'est très important d'avoir
une participation dans le commerce mondial, le commerce extérieur, qui puisse être un vecteur de développement. Ça, c'est une stratégie. Il y a d'autres pays qui ont une stratégie de développement basée sur leur marché interne. Hein, vous avez des pays, maintenant, mon pays même, hein, le Brésil, vous regardez la participation du Brésil dans le commerce mondial, vous savez quel est le pourcentage de participation du Brésil dans le commerce mondial? Qu'est-ce que vous pensez comme ça? Monsieur dit 5%. C'est environ 2%. C'est rien. Le Brésil est en nain dans le commerce mondial. L'Afrique fait Hein? moins de 2%. Donc, et le Brésil a une stratégie jusqu'à maintenant où les Brésiliens s'en fichent royalement du monde. Hein. Les Brésiliens disent non, on a 200 millions d'habitants, nous, il faut se concentrer, notre stratégie de développement est une stratégie basée sur le marché interne. Est-ce que ça marche? Ou ça va? Ça peut marcher, ça a des limites. On arrive très vite à des limites sur le marché interne. La Chine, c'est le contraire. La Chine a eu une stratégie à l'extérieur, et puis du coup, ils se disent peut-être il faudrait mélanger la stratégie avec le marché interne aussi, parce qu'ils ont, Dieu sait qu'il y a un marché à explorer en Chine. Mais là, vous tombez, encore une fois, dans des stratégies de développement qui vont bien au-delà de ce qui est dans les accords de l'OMC. Donc, encore une fois, on a une chance maintenant, et je pense que c'est ça le message que je voulais vous passer sur Bali. Donc, je ne vais pas vous parler et vous lire les décisions de Bali. Ça, vous pouvez faire confortablement dans votre chambre d'hôtel. C'est sur vos documents. Regardez les décisions de Bali. Mon point, c'est que maintenant, à l'OMC, on a la possibilité de faire un nouveau programme de travail sur des sujets qui intéressent les pays en développement. Donc il faut bien choisir ces sujets, il faut bien établir les priorités. On a entendu quelques pays nous dire il faut avoir l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est très important pour le monde en développement. Donc, ça serait inconcevable de avancer le programme de développement de Doha sans des engagements sur l'agriculture. On est tous d'accord. Puis, il y a le délégué de l'Union européenne, l'ambassadeur, qui dit certes, je suis d'accord, mais il faut qu'il y ait quelque chose pour tout le monde. Quel est son message? Il dit l'agriculture, c'est moi qui vais vous donner. Hein? Donc, c'est moi qui vais, disons, faire un effort. Mais ne croyez pas que cette négociation sera finie avec succès si moi je ne gagne pas quelque chose. Les négociations, c'est donnant-donnant. Alors, en ce moment-là, il ne faut pas seulement définir ce qu'on veut, il faut définir ce qu'on est prêt à donner. Ça, c'est pas toujours évident. Non? Oui, voilà. Permettez-moi de revenir sur ce que vous avez déjà parlé. Vous avez déjà parlé du programme post-Bali et vous avez parlé d'un certain flou. Laissez-moi confirmer ce que vous avez cette impression. Et en disant d'abord que le flou existe d'abord sur le programme post-Bali. La déclaration de Bali a parlé de la priorité qui va être donnée aux questions qui ont été traitées à Bali. Oui. Ça veut dire subvention à l'exportation, contingent tarifaire. Vous avez parlé vous-même d'un possible programme post-Bali sur le LAMA, sur les services, peut-être sur accès au marché pour le produit agricole. Ces questions-là n'ont pas été traitées à Bali. Donc voilà, à mon avis, c'est une question d'interrogation. Ça de 1. De 2, en ce qui concerne l'accord sur la facilitation du commerce, et qui entre dans le chapeau du paragraphe 47 de la déclaration de Doha, qui parle d'un accord
provisoire ou accord final. La récolte Voilà. Donc, pour précoce. nous, peut-être, l'image n'est pas très claire sur ce que l'accord sur la facilitation présente. Accord, est-il un accord provisoire ou un accord final? Qu'en est-il du single undertaking, de l'engagement unique? Est-ce qu'il tient encore aucun mot dans la déclaration de Bali qui fait allusion à l'engagement unique? Est-ce que l'engagement unique est abandonné? On n'a jamais dit expressément. Donc tout ça, ça fait beaucoup de points d'interrogation. Ça fait beaucoup de flou. Et là, et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas si l'engagement unique est toujours là ou pas? C'est la porte ouverte. Pour laisser la porte ouverte, parce qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on n'est pas d'accord. Parce que les ministres avaient dit en 2011 qu'il faudrait adopter des nouvelles approches. Donc, nouvelles approches veut dire quoi? Veut dire qu'on va peut-être dans la direction d'autres petits paquets. Et d'autre part, vous entendez des gens qui disent « Nous, on ne veut pas d'autres paquets. Nous, on veut l'engagement unique. » Ensuite, comme dit madame, on dit « Ah, mais l'accord de facilitation de commerce, il faut faire attention. Il fait partie de l'engagement unique. » Vous avez vu ça où? L'accord de facilitation de commerce, il est là, hein? Jusqu'au 31 juillet, il faut avoir un protocole et il est ouvert à ratification jusqu'en 2015. Hein? C'est écrit là. Donc, Excusez-moi, dans la décision de juillet 2004, du 1er août 2004, il y avait la facilitation, ça entre dans l'engagement unique. Ça a été inclus dans l'engagement unique. tout à fait. Ici, la question, vous avez fait allusion à ce que l'Union européenne dit pour le programme post-Bali. Si on inclut l'agriculture sur laquelle elle doit faire des concessions, il faut inclure également d'autres questions demandées par l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que l'accord sur la facilitation a été conclu et les pays demandeurs sont les pays développés. Déjà, ils ont eu quelque chose avant même les questions qui vont être abordées. Donc, cet équilibre, maintenant, je pense qu'il n'est pas vraiment... C'est vrai, en sachant que, disons, les pays en développement ont joué cette carte de facilitation du commerce très habilement. Hein. Très, très habilement. Alors, bravo pour les pays en développement. Parce que les pays en développement, vous avez su retourner la chose, un accord, la caméra n'est pas là, un accord qui est de votre intérêt, l'accord de facilitation de commerce, vous l'avez retourné de façon à ce qu'il soit un accord qui est demandé par les développés. Et vous avez eu quelque chose, pas tout le monde, hein, quelques pays ont eu des choses en retour, l'agriculture. Je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas faire la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on croit. Vous croyez vraiment que l'accord de facilitation de commerce est de leur intérêt ou il est de votre intérêt aussi? Excusez-moi d'être provocateur, c'est pas de mon genre, mais vous avez raison. Mais maintenant, c'est comment on va continuer pour le futur. Permettez-moi, si vous parlez de la facilitation des échanges, c'est de notre intérêt. Si vous parlez d'un accord sur la facilitation des échanges, ça c'est autre chose. Ne permettez pas de d'accord avec vous parce que... Oui, non, je vous permets absolument. L'accord, ça veut dire des délais à respecter, ce qu'on veut, qui dit règlement des différends, qui dit beaucoup de choses, beaucoup plus sophistiquées que la facilitation en elle-même. Donc, on aurait pu peut-être faire la facilitation de notre côté sans cet accord. Ça, c'est vrai. Peut-être bien. Il y a un équilibre général que je pense que l'accord de Bali ne l'a pas vraiment consacré. Parce que vous savez qu'au début, lorsque les pays en développement en 2004 ont accepté d'entrer dans les négociations sur la facilitation de commerce, c'était en contrepartie d'avoir d'abord d'éliminer les autres questions de Singapour, puis avec l'espoir d'avoir des concessions sur une question qui les intéresse, d'avoir un marché équilibré, équitable dans les questions qui
l'impression que tous ces aspects n'ont pas été traités. Et malheureusement, c'est pour les avoir dans le paquet du post-Bali, il faut faire d'autres concessions pour les avoir. Ce qui n'est pas vraiment... Alors, je peux être d'accord avec vous, et vous avez peut-être bien raison. Une chose est sûre, vous n'allez pas finir le cycle de Doha sans faire des concessions additionnelles. Donc, si vous me dites que it's not fair, je peux vous comprendre. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est l'accord dans une négociation, et surtout dans une négociation, et moi ce qui m'intéresse le plus, enfin, j'adore la négociation en elle-même. Dans une négociation qui dure 13 ans, lorsque vous avez un truc comme Bali, vous l'empochez, il recommence. Donc maintenant, vous avez été d'accord avec Bali. Excusez-moi d'être brutal. Les pays développés l'ont empoché. Il y a d'autres choix que d'accepter à Bali. Ah oui, absolument. C'était Ah oui, non, écoutez. C'était vraiment parfait comme négociation avec l'annulation des décisions de la dernière minute. Donc, et les gens ils ont préféré parler que des thèmes sur lesquels ils peuvent avoir une entente. Donc, déjà les discussions, ils n'étaient pas ouvertes pour tous les thèmes qui pourraient être négociés. Donc, les gens, ils ont essayé de faire sortir l'OMC d'une impasse, je veux dire. Parce qu'ils étaient dans une impasse. Et là, donc, le taux de résultat qui était, je dirais, obtenu à Bali, c'était une victoire pour tout le monde. C'est-à-dire, c'était ça ou l'échec total. Donc, les gens, l'Afrique, je dirais, par exemple, nous, c'est les Africains, il n'y a vraiment pas de choix. Il ne faut pas se donner des... Oui, alors, encore une fois, je suis d'accord avec vous, et surtout, j'entends bien, et comme quelqu'un qui regarde la négociation, personnellement, je pense que l'accord de Bali n'était pas si déséquilibré qu'on veut le caractériser aujourd'hui. Je pense qu'il a été plus ou moins équilibré. Surtout parce qu'en facilitation des échanges, de commerce, on a le traitement spécial différencié qui est lié aux aides. Donc, je pense qu'il y a un certain équilibre. Alors, est-ce qu'il a une gigantesque valeur? Je ne sais pas. Je vous ai dit au début, je pense qu'il faut relativiser un petit peu. Est-ce que c'était important pour l'organisation? Oui, c'était très important. Maintenant, comment on dit, il ne faut pas pleurer sur le lait. C'est fait, hein? C'est fait. Il faut être réaliste. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de penser pour le futur. Alors, pour le futur, je vous en prie. Pour le futur, on veut quoi? Je crois que c'est un peu ça. Et ça serait bien d'essayer de rééquilibrer les choses si vous pensez qu'elles ne sont pas équilibrées. D'accord? En même temps, il faut être réaliste et savoir que dans une négociation, c'est donnant-donnant. Et qu'il n'y aura pas de conclusion du cycle de Doha en pensant qu'il ne sera que les pays développés qui vont faire des concessions. Ça, avec... Vous voulez entendre sur le Bali aussi? Facilitation de commerce. C'est pas évident. C'est pas évident de penser, parce qu'une négociation par elle-même, c'est donnant-donnant. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il faudrait peut-être penser, parce que pour préparer dans une négociation, si on étudie la technique de négociation, lorsqu'on entre dans la négociation, il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir ce qu'on peut donner. C'est tout ce que... Et vous avez peut-être eu des modules de technique de négociation. Il faut préparer une négociation. Et ce que je vois en ce moment, c'est que c'est un moment de préparation des négociations. Partout, je vois que les gens sont en train de réfléchir. Et je pense que pour vous, ce cours, c'est une occasion de réfléchir. Donc, mon message pour vous, c'est essayer de penser, parce que vous allez être submergé par les collègues qui vont venir de Genève avec toutes les explications
négociations, des accords d'APIC, de ceci, de cela. Essayez de penser pratique et essayez de penser quel est votre intérêt et essayez de tirer des collègues de Genève, pas seulement ce qu'ils veulent vous dire sur les règles, mais sur la réalité des choses. Parce que ces accords n'ont aucun sens si vous ne pensez pas à la réalité du commerce, à votre réalité, à ce que vous voulez de votre participation à l'OMC. Je crois que c'est ça. Il faut profiter. Ceci n'est pas un cours, avec tous mes respects des gens de lettres, ce n'est pas un cours de littérature grecque. Ceci est un cours de politique commerciale appliquée. C'est un truc du jour à jour qui est très important pour vos pays. Donc, n'hésitez pas à tirer tout le profit de ce cours de façon vraiment pratique. Je pense que c'est ça le message que je voulais vous passer. Surtout en ce moment où on vient de conclure une négociation à Bali et on a en même temps une occasion unique à l'OMC de faire un programme de travail pour le futur. Et c'est une négociation qui va avoir lieu à Genève de façon très pointue. Et vous savez comment les choses se passent dans les négociations à Genève. Hein? Ça commence très doucement. Souvent, ça commence d'une façon où on ne s'aperçoit même pas. Hein? Il y a des dîners dans ces restaurants, dans la rade de Genève, des ambassadeurs qui se rencontrent dans leur résidence. On ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Et puis, du coup, vous avez une avalanche. Je dis, madame, des nuits blanches comme ça, et c'est fini. Hein? Et donc, si on a un succès, ça sera comme ça. Ça ne sera pas un truc petit à petit, on fait un petit accord ici, on a une phrase là. Non. Ça sera, si ça marche, ça sera une avalanche. Il faut être préparé pour savoir ce qu'on veut au moment où vous voyez l'avalanche arriver. Et je ne vous dis rien que vous ne savez pas. Hein. Les négociations, c'est toujours comme ça. C'est toujours un truc où il y a un mouvement très très fort à la fin. Des commentaires, des questions. Il nous reste 5 minutes. Je vous ai fait peur? J'espère pas. Pas du tout. Non, Est-ce qu'on aura l'occasion de revenir sur ces questions par la suite autour du groupe? Je pense, hein. Tout à fait. Il y aura des modules dans la future. On va toucher sur les questions de Bali, de Bali. Parce que justement, là, on a discuté à chaud. Peut-être là, quand on verra, on revient sur les textes et tout. Donc on aura une question un peu plus précise à poser. Oui. Mais alors, puisqu'on en a parlé et qu'on est un peu à chaud et que je vous ai provoqué un petit peu, profitez et vraiment, c'est 3 pages. La déclaration ministérielle, pas toutes les décisions, juste la déclaration ministérielle. Et si vous ne voulez pas lire toute la déclaration ministérielle qui vraiment fait 2 pages et demie, regardez seulement la partie 3. Travaux après Bali. 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Dans ces 5 paragraphes de la déclaration ministérielle, vous avez un monde. Vous avez un monde. Surtout dans le paragraphe 1.11. Et je vais vous lire, comme ça, vous l'aurez aimé. Pour démontrer plus clairement cet attachement, l'attachement des ministres à l'OMC, nous donnons pour instruction au comité de négociation commerciale de préparer dans les prochains 12 mois un programme de travail bien défini sur les questions restantes relevant du programme de Doha pour le développement. Ce programme fera fond sur les décisions prises à cette conférence ministérielle, en particulier en ce qui concerne l'agriculture, le développement et les questions relatives au PMA, ainsi que toutes autres questions relevant du mandat de Doha qui sont essentielles à la conclusion du cycle. Questions qui sont essentielles à la conclusion du cycle. Qu'est-ce que cela veut dire? La priorité sera donnée aux questions figurant dans le paquet de Bali, donc priorité pour des questions qui sont déjà dans le paquet de Bali. Pour
pour lesquels des résultats juridiquement contraignants n'ont pas été obtenus. Donc, PMA, agriculture, élimination des subventions. Les travaux sur les questions figurant dans le paquet qui n'ont pas été pleinement traités dans cette conférence, donc des questions qui n'ont pas été pleinement traitées, qu'est-ce que cela veut dire? Reprendront dans les comités ou groupes de négociation pertinents de l'ONC. Ça semble innocent, il n'y a pas un mot qui est innocent dans ce paragraphe. Ok? Des questions? Alors, bon appétit, et puis profitez bien du cours. Ok? Merci bien.